On va poursuivre cette conférence interrégionale avec Maître Valgenvis qui nous rejoint sur ce plateau, avocate. Vous allez nous brosser les grandes lignes du rôle et des missions afférentes du référent déontologue dans la fonction publique territoriale. Le besoin de transparence de la gestion des deniers publics appelle en effet un contrat clair entre les fonctionnaires et les usagers des services publics. Où en est-on de la mise en œuvre de cette loi qui date de 2016 ? Vous avez quelques minutes pour nous poser le cadre et éventuellement évoquer avec nous les perspectives et la réalité d'aujourd'hui. Je vous remercie. Oui, effectivement, quelques mots peut-être sur ma présence parmi vous, puisque je suis le seul représentant des avocats au sein de cette conférence. Effectivement, mon associé Didier Jean-Pierre et moi-même intervenons très régulièrement aux côtés des collectivités locales pour la gestion de ces problématiques d'ordre déontologique, que ce soit dans le cadre de sollicitations en amont, mais aussi dans le cadre, je dirais, plus classique de procédures disciplinaires. Il m'a imparti aujourd'hui donc de vous présenter le rôle et les missions du référent déontologue dans la fonction publique territoriale, plus particulièrement, parce qu'effectivement, c'est une innovation, je dirais, de la loi du 20 avril 2016. Néanmoins, je démontrerai que finalement, ce n'est pas une idée si neuve que cela. Et puis, nous verrons également, dans le cadre de la mise en place de cette fonction, parce que c'est avant tout conçu comme une fonction, les possibilités qui s'offrent notamment aux centres de gestion et notamment à leur réunion au niveau interrégional. Alors sur cette question effectivement du référent déontologue, je dirais avant tout c'est un acteur de la prévention des manquements déontologiques dans la fonction publique. Il s'inscrit dans un contexte d'exigence en termes de probité et d'exemplarité dans l'exercice des missions de service public, puisqu'il concourt avec différents dispositifs. Je vous les rappellerai, nous avons eu le régime des déclarations d'intérêt et de patrimoine, les règles sur les conflits d'intérêts, les cumuls d'emploi, le statut de lanceur d'alerte. Il s'inscrit effectivement dans un dispositif qui veut que l'action des agents publics intervienne dans un cadre impartial et indépendant. Il est avant tout conçu quand même dans la loi du 20 avril 2016 comme ayant un rôle de prévention. Et plus qu'un censeur, on n'est vraiment pas sur une fonction de sanction des manquements déontologiques. Je dirais que c'est une idée qui n'est pas si neuve, puisqu'effectivement, je vous le rappellerai, en 91 a été créée pour la première fois une commission de déontologie propre à la fonction publique de l'État, qui a été ensuite élargie aux 3 fonctions publiques, et commission de déontologie notamment de la fonction publique territoriale, qui a vu ses pouvoirs largement renforcés à l'occasion de la loi du 20 avril 2016. On verra d'ailleurs ultérieurement que la force juridique des avis rendus par la commission de déontologie de la fonction publique territoriale n'est pas du même ordre que ceux rendus par le référent déontologue. Par ailleurs, la présence de déontologues personne physique, fonction au sein de la fonction publique également est assez ancienne. Elle a d'abord été évoquée dans le livre blanc sur l'avenir de la fonction publique en 2008. Je vous lis un extrait. On y voyait, il s'agissait de confier à un agent expérimenté dans chaque ministère et service important un rôle de conseil en matière de valeurs. Vous voyez, on avait quand même une très grande ambition dans le terme de fonction impartie. Et ça a donné quoi, ça à partir de cette ensuite, le rapport phrase. Sauvé est revenu sur effectivement la nécessité de créer des référents déontologues ou un déontologue, en rappelant son principal pouvoir. Là aussi, je ne résiste pas au plaisir de vous en lire un extrait. Le principal pouvoir du déontologue serait donc un pouvoir d'aide au discernement, de conseil et de recommandation, ainsi que de contrôle de cohérence des informations déclarées par les personnes soumises à obligation de déclaration dans son ressort. Donc là aussi, des pouvoirs, beaucoup de missions, hautes missions imparties. Le recul que l'on a aujourd'hui, voilà, comment ces belles intentions sont transformées. On va voir quand même que c'est comme mon associé avait pu rédiger cet article avec une petite touche d'humour qui lui est très personnelle, c'est un super-héros qui malheureusement ne possède pas de super-pouvoir, on va le voir tout de suite, même si je ne veux pas donner à ce propos peu de consistance, mais effectivement, il a quand même des pouvoirs, mais on verra quand même que ce qui pêche en matière
pour le référent déontologue, c'est la contrainte juridique que peut apporter ces avis, à la différence des avis rendus par la commission de déontologie. Donc on sera vraiment quand même sur une autorité avant tout d'ordre moral qu'une autorité d'ordre juridique, effectivement. Mais j'ai du mal à les visualiser, tout simplement. Alors, je vais y venir un petit peu. Où ils étaient je ne l'ai pas croisé, moi. Alors, effectivement, c'est difficile de donner une incarnation physique à ce déontologue. On le verra ultérieurement quand j'aborderai la question de l'exercice des missions et des modalités pratiques, parce que ce qui intéresse éminemment cette conférence aujourd'hui, c'est la mise en place effective et pratique d'un référent déontologue au niveau de l'interrégion Est, bien évidemment. Autre point important sur cette nouvelle fonction du référent déontologue, c'est que l'accès au référent déontologue tel qu'il est conçu dans l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 83 est conçu comme un droit subjectif reconnu au bénéfice des agents publics. J'entends par là un droit qu'ils doivent pouvoir mobiliser, mettre en œuvre effectivement, ce qui va nécessiter aussi de la part des centres de gestion, s'ils entendent organiser cette fonction au niveau des centres de gestion, une véritable publicité pour permettre aux agents d'avoir connaissance de ce dispositif et de connaître principalement ses modalités de saisine. Alors, j'en viens aux missions du référent déontologue, bien évidemment. J'emprunterai cette référence à M. Villeneuve, qui a écrit notamment un article sur le référent déontologue, une nouvelle figure de la fonction publique, et qui nous rappelait que la déontologie, étymologiquement, est conçue comme la science du devoir à accomplir. On est vraiment dans une solennité, quand même, de la mission impartie. Principalement, il est conçu par la loi du 20 avril 2016 dans une approche préventive et de conseil pour tout l'ensemble des questionnements déontologiques. Le décret du 10 avril 2017, lui, est très peu précis sur les missions concrètement imparties aux référents déontologues. Initialement, il devait prévoir que systématiquement une lettre de mission lui serait adressée par les chefs de service. Cette obligation a été abandonnée, même si très concrètement, elle présente de nombreux avantages. Et personnellement, dans l'étude qu'on peut faire au cabinet, on est favorable à une lettre de mission. Nomination Claire. Et lettre de mission qui va permettre aussi aux référents déontologues, lorsqu'on est sur des personnes extérieures à la fonction publique, puisqu'on verra que dans le collège d'experts, on peut recourir notamment à des personnes extérieures à la fonction publique, de leur rappeler aussi la solennité de la mission, les obligations déontologiques qui s'imposent à eux dans l'exercice de cette mission particulière. Le décret, il sert à quoi donc Alors, le décret nous donne quand même quelques grandes lignes, bien évidemment. Il ne comporte que 9 articles. Donc, on ne peut pas dire qu'on soit sur un dispositif très loquace et très précis. Néanmoins, il a fallu lire entre les lignes sur ce dispositif, puisque pour l'instant, nous n'avons pas de circulaire d'application et nous tâtonnons sur la mise en place de ce dispositif qui, pour autant, est d'application immédiate et donc doit être mis en place assez rapidement. Première mission impartie, et je dirais classiquement, c'est une mission de conseil et d'expertise déontologique. Il doit apporter conseil sur l'ensemble des questionnements déontologiques, qu'il s'agisse des obligations statutaires classiques, dignité, neutralité, impartialité, probité, que également les règles relatives au cumul d'activités ou encore la prévention des conflits d'intérêts. Et là, en la matière, le référent déontologue exercera en fait un rôle premier dans la prévention de ce type de conflit d'intérêts. Il a ensuite une mission complémentaire de sensibilisation et de formation, puisqu'effectivement, il doit permettre de diffuser largement des informations sur le plan strictement déontologique. Monsieur le Président Lorentz l'a rappelé tout à l'heure, effectivement, on peut attendre légitimement de lui la rédaction de fiches pratiques avec des spécificités. Il y en a au regard, on le verra tout à l'heure lorsqu'on abordera la question du référent laïcité, ne serait-ce qu'en matière de neutralité du service public, l'interrégion Est présente aussi des spécificités particulières. J'ai juste droit, même si ça vous... à quelques questions B aussi, N 3-4, voilà, c'est le quota que l'on m'accorde. Voilà. Donc juste pour rappeler, peut-être que dans le public, il y a des personnes qui ne sont pas complètement au courant. Le référent déontologue, c'est à partir de
quel nombre d'agents dans les collectivités? C'est un principe général de fonctionnement de la fonction publique. Fonctionnaire. Donc c'est vraiment... quelqu'un qui est à l'intérieur de la collectivité. Alors, on le verra dans le mode de désignation. Plusieurs possibilités sont offertes. On peut effectivement désigner un fonctionnaire titulaire, voire un contractuel en CDI interne, par exemple, à la collectivité qui veut mettre en place son propre déontologue. Le président Lorenz évoquait... Tiendrait à quel service, par exemple, RH ou c'est vrai que le dispositif actuel n'exige pas un niveau d'emploi particulier. Compte tenu de la technicité des textes, vous direz c'est la juriste qui prêche pour sa paroisse, mais effectivement, compte tenu de la technicité des textes, je pense quand même raisonnablement qu'un degré de compétence particulier est attendu et qu'effectivement on se tournerait plus vers un fonctionnaire sur un emploi de catégorie 1. Donc, c'est une des seules possibilités. La solution que nous préconisons, parce qu'elle présente l'intérêt aussi d'une plus grande indépendance, d'une plus grande solennité des avis, d'une plus grande harmonisation aussi des avis rendus, c'est un collège d'experts qui pourra comprendre notamment des personnalités extérieures à la fonction publique, plutôt qu'un fonctionnaire rattaché à une collectivité. Donc une commission ad hoc, c'est ça, quelque part, à l'extérieur? Un collège interne, externe? Avec un collège de préférence au niveau du centre de gestion, voire au niveau de l'interrégion Est, par exemple, pour une solution très locale. Un collège d'experts qui pourrait comprendre notamment un magistrat de l'ordre administratif. Et on le verra, cette notion du collège d'experts, elle est, ce fonctionnement du collège d'experts, elle est déjà présente, notamment au sein des juridictions administratives, qui connaît un collège de déontologues, des juridictions financières également, et également des juridictions judiciaires. Donc on est vraiment sur là des dispositifs qui nous semblent de manière collective au sein du cabinet plus fiables, parce que plus de neutralité, plus d'indépendance, plus de solennité dans les avis et moins peut-être la perception d'un agent qui aura un questionnement très particulier, par exemple sur une question de développement de sa carrière, moins l'impression d'avoir finalement la solution donnée par l'agent référent déontologue de la collectivité à laquelle il appartient. Et je pense que c'est vraiment important d'apporter de l'indépendance parce que le décret n'en apporte pas énormément. Il nous rappelle que le référent déontologue est soumis aux obligations déontologique de tout fonctionnaire. Et c'est vrai que si on n'est pas dans ce collège d'experts, on va être quand même sur un agent qui est soit rattaché directement à la collectivité dans laquelle il doit émettre des avis qui peuvent concerner un développement de carrière d'un agent, un collègue qui veut prendre une disponibilité pour convenance personnelle, pour créer une entreprise. Il peut être amené à être sollicité. S'il émet quelques réserves, ça pourrait être mal perçu par son collègue, etc. Au moins, l'avantage du collège d'experts au niveau d'un rassemblement de centres de gestion, d'une mutualisation au sein de centres de gestion, c'est qu'on est très loin, finalement, du lieu où le problème déontologique se pose. Et donc, on y apporte une garantie d'impartialité. Juste pour des profils très concrets, je suis témoin moi-même de quelque chose qui relève d'un questionnement moral, etc. Est-ce que je peux faire appel à ce collège? Donc, remonter une information, mais il y a d'autres circuits, on le sait depuis la Constitution le permet. Si vous êtes témoin, effectivement, il y a deux choses. Il y a l'article 40 du Code de procédure pénale, qui s'applique assez largement. Il y a ensuite le statut de lanceur d'alerte, effectivement, qui est créé par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption. Tout fonctionnaire peut solliciter le bénéfice du statut de lanceur alerte. Je vous rappelle quand même qu'il faut que ça soit une personne physique qui signale un crime ou un délit. On aurait pu, au sens large, prévoir une incrimination. Une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général dont elle a eu personnellement connaissance. Ensuite, un signalement de cette alerte doit avoir lieu. Et parmi les personnes qui sont susceptibles de recueillir ce signalement, figure effectivement le référent déontologue qui donc peut avoir connaissance et doit gérer cette alerte. Alors, pour autant, ce n'est pas le référent déontologue qui va bénéficier de l'immunité pénale, parce que ce qui est intéressant dans le statut du lanceur d'alerte, et vous l'avez bien compris, c'est quand même majoritairement cette immunité pénale qui peut être conférée aux lanceurs d'alerte. Ce que j'essaie de vous faire dire, d'une certaine manière, par rapport à un public plus large, qui se poserait la question de savoir comment il pourrait agir face à cette proposition législative nouvelle, c'est quel est le type
même de démarches qui pourraient concerner l'interpellation d'un référent déontologue. Très classiquement, c'est l'agent qui, à un instant T, veut mettre entre parenthèses sa carrière au sein de la fonction publique, entend bénéficier d'une disponibilité, par exemple, pour créer une entreprise ou pour reprendre une activité. Il n'y avait pas les RH qui faisaient ça avant Alors, il peut y avoir des hypothèses où l'intéressé va intervenir dans un domaine qu'il a eu à connaître par ses précédentes fonctions. L'exemple classique qu'on donne, c'est par exemple le fonctionnaire qui travaille au service juridique des marchés et qui aurait l'opportunité d'aller travailler de près ou de loin dans une entreprise privée qui aurait été en relation juridique à la faveur d'un marché avec la précédente collectivité. Bon, là, je noircis le tableau. Bien évidemment, sur le plan déontologique, ça pose d'énormes questions. Sur le plan légal sur le plan légal, bien évidemment, également. Non, mais c'est voilà, parce que la déontologie, c'est une... Alors après, on le verra aussi, le référent déontologue peut intervenir, par exemple, en matière de laïcité. Ouais. Et là, effectivement, je pense que c'est l'interlocuteur privilégié pour... Alors, après avoir, bien évidemment, peut-être sollicité l'avis des RH, l'avis du supérieur hiérarchique, d'avoir un regard extérieur, mais tout en étant conscient des exigences concrètes sur les problématiques de mise en œuvre et de respect de la laïcité au sein des fonctionnements de services publics, notamment le service public sensible, bien évidemment. Maître, j'ai perturbé un peu le cours de votre présentation. On a des questions du public. Je vous laisse reprendre un petit peu la main. Donc j'en reviens sur mes missions. On a dit la mission, et après, je vous pose des questions. La mission la plus classique, c'est conseil et expertise en matière déontologique, bien évidemment. Ensuite, une mission complémentaire de sensibilisation et de formation avec un référent déontologue qui peut être sollicité pour la rédaction de guides de bonne pratique, de chartes de déontologie, de fiches pratiques. Il peut être amené aussi à identifier des risques particuliers sur le plan déontologique à certains services ou certaines fonctions et d'éclairer la collectivité publique sur ce point, ce qui peut être intéressant lorsque, par exemple, on peut être dans une démarche de recrutement, on va être sensible au fait que les personnes recrutées, notamment quand on est sur des recrutements de contractuels, peuvent avoir eu une vie professionnelle avant. Bon, on est sur un service qui peut présenter des risques d'ordre déontologique, on peut être plus sensibilisé par des signaux émis par le référent déontologue. On a ensuite, bien évidemment, la mission de référent laïcité, puisque à la faveur d'une circulaire du 15 mars 2017, donc de quelques mois plus précoce que le décret du 10 avril 2017, qui est le texte qui vient mettre en œuvre le référent déontologue. Cette circulaire du 15 mars 2017 nous précise que le référent déontologue peut être investi des missions du référent laïcité. Et là aussi, je le rappelle, ces missions, eh bien, elles peuvent être mutualisées au niveau d'un centre de gestion ou de plusieurs centres de gestion au niveau d'une interrégion, comme semble-t-il ce sera. Parce qu'on sait, comment dirais-je, les problématiques de la laïcité, on les découvre au débeauté, en quelque sorte. Est-ce que il y a une sortie d'une classe, une problématique en toute logique, il devrait y avoir une adresse mail dédiée, voire une hotline dédiée, pour que le référent déontologue puisse être saisi dans les meilleurs délais. Après, je ne réponds pas de sa disponibilité les jours fériés et les week-ends, bien évidemment. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir, et dès l'origine, que ça soit dans le livre blanc sur l'avenir de la fonction publique ou le rapport Sauvé, l'idée, c'était vraiment d'avoir un dispositif d'une grande réactivité. Donc je pense que c'est vraiment notamment... Oui, mais c'est une réactivité qui s'invente tous les jours, en quelque sorte. Tout à fait, qui doit se remettre en question. La laïcité se manifeste de façon inattendue. Donc il doit y avoir effectivement la possibilité de saisir en urgence le référent déontologue sur vraiment des choses, de manière très anecdotique, je vous précise. Le barreau de Lyon, par exemple, dont je relève, a mis en place une hotline sur le plan déontologique et nous avons la possibilité de téléphoner à un confrère désigné par le bâtonnier qui est amené à répondre à nos questions qui sont très concrètes, puisque notre déontologie professionnelle, elle va aussi sur le savoir-être avec la juridiction, le savoir-être entre confrères au sein d'une procédure contradictoire. Et on a un numéro de portable dédié. Et donc, je pense... Parce que le temps de réaction est important pour éviter, dans ces domaines un peu sensibles, des crispations, une latence qui aurait des effets très négatifs sur le terrain. Tout à fait. Je pense que c'est effectivement important d'avoir une réaction rapide parce qu'on ne comprendra pas après
qu'on vienne borner une situation après coup. Pour réparer quelque chose qui finalement n'était pas si grave que ça. Donc ça nécessite aussi de la part du référent déontologue. Et là, je pense que c'est vraiment dans le cadre de ces missions aussi d'investigation et de formation, eh bien, d'avoir une très bonne connaissance des services, des exigences propres aux services en termes de déontologie ou de problématiques, services de l'enfance, services de l'éducation, qui peuvent être plus que tout autre confrontés à des problèmes, exposés à des problèmes de laïcité, effectivement. Ensuite, j'en viendrai, donc on va aborder cette question de la désignation du référent déontologue. D'abord, le décret du 10 avril propose 3 modalités de désignation. Vous avez d'abord la possibilité de recourir à une ou plusieurs personnes qui relèvent de l'administration ou de l'autorité concernée dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Je dirais que ce n'est pas la solution qu'on privilégie au sein de notre structure parce qu'il y a un véritable problème d'indépendance, c'est évident. La deuxième solution, c'est le collège d'experts et c'est vraiment la solution qui est à notre faveur et qui a, semble-t-il, aussi aujourd'hui la faveur de l'interrégion Est. Hébergé par donc les CDG qui... J'en viendrai, voilà. Alors, on va peut-être y passer tout de suite. Oui. Le collège d'experts, sa composition et ses attributions sont fixées par un arrêté. L'intérêt du collège d'experts aussi, c'est qu'il peut comprendre des personnalités extérieures. Notamment, par exemple, l'intérêt de recourir à un magistrat de l'ordre administratif. Alors justement, il y a Thibaut Papiraire qui vous pose une question par le truchement de notre live chat. Donc n'hésitez pas, cher public, à poursuivre parce que les questions arrivent, elles sont passionnantes. Quelle est la portée juridique de l'avis des référents déontologues ? Voilà, déjà, un premier point. Et quid, en quelque sorte, est-ce que c'est pertinent qu'un référent déontologue serait également magistrat ? Est-ce qu'il n'y a pas un mélange des genres ? Alors, je commencerai par la deuxième question. D'abord, la juridiction administrative, la justice administrative intervient déjà dans l'organisation des conseils de discipline de la fonction publique territoriale, à la différence de ce qui existe, par exemple, dans la fonction publique hospitalière, où on n'a pas cette garantie. Et je dirais, pour le vivre en interne, puisque nous, on accompagne des collectivités qui sont amenées à saisir des conseils de discipline, c'est vraiment une plus-value, parce que d'abord, la présence d'un magistrat administratif est très respectueuse du principe du contradictoire, et c'est très important. Vous avez des agents qui se défendent seuls devant ce type de commission administrative, et c'est important qu'ils puissent également être entendus. Et puis, je dirais aussi, je rappellerai que le juge administratif peut être amené aussi, à la faveur de ses fonctions de juge, à connaître de dossiers de fonction publique où vont être en jeu des problèmes de manquement et des obligations déontologiques. Donc, je pense que la sous-question, en quelque sorte, à cette question, c'est... quelle est la plus-value apportée ? Parfois, on fait une simple démarche d'information ou de demande d'information en saisissant le référent déontologue, en se disant... on aura au moins une réponse qui tomber sera... directement sur un magistrat, ça peut paraître... Je plaisante. Certes, mais on parle quand même de déontologie professionnelle, et donc nécessairement, on va parler très rapidement de manquement à des obligations professionnelles. Malheureusement, le sujet est immédiatement grave, puisqu'on va rapidement parler de manquement à des obligations professionnelles, voire à l'engagement de procédures disciplinaires ou procédures pénales, puisque une faute d'ordre disciplinaire peut aussi recouvrir une incrimination pénale. Donc je dirais, la présence d'un juge administratif, au contraire, elle ne doit pas amener de la réserve chez les fonctionnaires qui se diraient, fort de la présence d'un magistrat au sein du collège, référent déontologue, je ne vais pas le saisir, je ne veux pas l'importuner. Bien au contraire, c'est une plus-value. C'est un gage d'indépendance, c'est un gage aussi d'un examen précis et puis je dirais rigoureux des problématiques, des questionnements apportés. Très bien. Je vous laisse. Ce que je vais vous proposer, c'est, on va passer un petit deal ensemble, vous présentez finalement les éléments structurants de votre propos, etc. Et à la fin, je vous fais une salve de questions. Pas de problème. Pour voir si on a tous bien compris. Sur cette désignation, on parle pas on est vraiment sur une désignation, on n'est pas sur un mode électif, comme peut le connaître par exemple la fonction collège de déontologie, par exemple de la justice judiciaire. J'ai dit soit
soit une personne physique ou plusieurs personnes physiques qui relèvent de la collectivité dans laquelle ils vont exercer leurs fonctions, qui n'est pas une solution, je dirais, qui apporte beaucoup d'indépendance. La solution du collège d'experts qui permet donc l'intervention d'une personnalité extérieure, voire une ou plusieurs personnes relevant d'une autre autorité mentionnée. Donc là, ça pourrait être par exemple un référent déontologue mis en place, mais personne physique mis en place au sein d'un centre de gestion par exemple. Donc nous, on n'est plus sur une préconisation de la solution numéro 2. Elle a clairement notre préférence. Pourquoi ? Parce que la solution déontologue unique, il y a quand même un vrai problème de solitude de la fonction, un problème de légitimité des avis rendus. Et puis, comme le soulignait aussi le président Lorenz tout à l'heure, il y a un problème d'harmonisation des avis rendus et donc d'égalité de traitement des difficultés d'ordre déontologique selon la collectivité dont vous le relèveriez ou du centre de gestion dont vous relèveriez. Ensuite, sur la procédure de désignation, donc lorsqu'on sera sur une solution, je dirais, mutualisée, eh bien, effectivement, cette désignation, elle relèvera de la présidence du centre de gestion, qui définira notamment la durée des fonctions, les modalités d'exercice, sous la forme d'un arrêté de désignation. Et j'insiste sur la nécessité de publier cet arrêté de désignation parce qu'effectivement, je vous le rappelle, l'accès au référent déontologue est conçu comme un droit subjectif, un droit que le fonctionnaire titulaire doit pouvoir mettre en œuvre. Effectivement, faut-il encore qu'il soit informé de cette institution et de ses modalités de saisine, bien évidemment. Sur les moyens matériels impartis aux référents déontologues, bon là, le décret n'est pas particulièrement loquace. On dit simplement qu'il doit disposer des moyens matériels permettant l'exercice effectif de ses missions. Donc, de la disponibilité, c'est certain. Également, des moyens matériels, je dirais, si on est sur une institution collège d'experts au niveau interrégional, effectivement qu'il soit physiquement présent à un certain moment au sein des locaux du centre de gestion qui sera désigné. Là encore, j'insisterai quand même, je pense effectivement qu'il faut pour les autres membres du collège d'experts qui seraient fonctionnaires titulaires, qu'on soit quand même sur des fonctionnaires titulaires de catégorie A, parce que les textes sont complexes, les situations sont diverses et variées, et donc il est nécessaire quand même de pouvoir rentrer rapidement dans la problématique et de dégager des solutions. Ensuite, sur la force contraignante des avis, et je réponds sur ce point à la question de votre auditeur, je dirais. Là, je disais, cette note d'humour, un super-héros, mais qui malheureusement n'a pas de super-pouvoir. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment là où on est confronté avant tout à une autorité morale qu'à une force contraignante des avis rendus par le référent déontologue. Effectivement, ces avis, ces conseils n'ont pas de caractère obligatoire pour leur destinataire et en sens inverse ne leur confèrent aucun droit. Je vous donnais pour exemple un fonctionnaire titulaire qui souhaiterait solliciter une disponibilité mais qui s'interpelle sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts compte tenu de la structure qu'il rejoindrait dans le secteur privé, eh bien, il peut être en possession d'un avis sans réserve, par exemple, je dirais, du référent déontologue. Par la suite, il est inquiété pour X ou Y raison, eh bien, il ne pourra pas se prévaloir de l'avis favorable du référent déontologue. Donc tout ça pour ça, finalement. Effectivement. Il y a un petit côté demi-mesure, quoi. On est à mi-chemin. Parce que je rappellerai quand même parce qu'il y a le cumul d'activité aussi, qui est un vaste champ d'incertitude, en quelque sorte. Et puis qui peut exposer à de grosses difficultés, tant disciplinaires que pénales. Et c'est là où je ferai un parallèle avec la force probante. Non, mais il y a des possibilités. Effectivement. Je ne sais pas si vous avez cherché un jour sur Internet à savoir si vous avez droit à cumuler d'activités, je veux dire, peut-être pas fonctionnaire, mais pour certains, et j'ai quelques témoignages, il faut vraiment aller chercher l'avis le plus expert et il n'est pas facile à trouver, il me semble. Alors vous avez effectivement les commissions de déontologie de la fonction publique notamment qui publient chaque année un recueil des avis et qui peuvent être des fois très utiles parce que comme ils sont rendus à propos de situations très concrètes, on peut parfois, mais dans une certaine limite, raisonner par transposition et ça me permet de rebondir sur la force contraignante des avis rendus par la commission de déontologie de la fonction publique territoriale qui eux sont beaucoup plus contraignants
contraignant, puisque je vous le rappelle, il lie la collectivité. Lorsque la commission de déontologie émet, par exemple, un avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserve et que le fonctionnaire ou la collectivité entend passer outre, le fonctionnaire titulaire s'expose à une sanction disciplinaire. On peut même aller jusqu'à demander le remboursement de sommes qu'il percevrait, de salaires qu'il percevrait dans cette activité privée pour laquelle la commission de déontologie a rendu un avis d'incompatibilité. Bien entendu, s'il ne l'a pas fait, alors là c'est encore pire. Exactement. S'il n'a même pas fait la démarche de savoir s'il n'a pas sollicité, d'autant que la saisine maintenant est très largement obligatoire. Et on voit bien qu'avec le référent déontologue, on n'est pas du tout dans cette portée juridique des avis pour l'instant. Par contre, il est bien évident que si on est sur un collège d'experts avec un avis et rendu notamment par un magistrat administratif, on aurait quand même une portée morale beaucoup plus importante des avis qui pourraient être rendus par l'institution. S'agissant des obligations du déontologue, parce que ça participe aussi indirectement à la portée morale de ces avis, le décret du 10 avril 2017 nous rappelle qu'il est tenu au secret et à la discrétion professionnelle et qu'il est également assujetti à l'ensemble des obligations déontologiques applicables aux fonctionnaires titulaires. Et même si on fait appel bien évidemment, bien heureusement, et si on fait appel à une personnalité extérieure, notamment magistrat administratif, je vous rappellerai quand même qu'ils sont assujettis à une charte de déontologie, avec bien évidemment des obligations similaires à celles de la loi du 13 juillet 83. Alors, je vous propose de conclure votre présentation. Je conclus peut-être sur le contexte local. Sur le plateau, parce qu'il y a des tas de questions qui arrivent. D'accord. Alors, ça me permettra peut-être d'anticiper un peu sur les réponses. Je dirais aussi, pour se rassurer aussi sur la probité attendue du référent déontologue qui participe à l'exercice dans toute dignité de ses fonctions, qu'il est assujetti à une déclaration préalable, déclaration d'intérêt préalable, dont le contenu est similaire aux déclarations qui sont faites par les membres du gouvernement et les élus locaux. Donc on a quand même quelqu'un qui est d'une grande probité et qui doit se soumettre à ce process de déclaration préalable de situation financière. Donc financière, exactement, ce qui détient, tout à c'est fait, bien et vraiment dans classique. Exactement, pour éviter tout conflit d'intérêt. Je terminerai mon propos peut-être sur un petit peu un descriptif, même si le président Lorentz pourrait l'évoquer encore plus précisément que moi, sur le contexte local de la mise en place au niveau de l'interrégion Est de la fonction référent déontologue. Donc d'abord, c'est un choix de mutualisation de la fonction qui a été fait, et ce, à la faveur notamment de l'article 23 14e de la loi du 26 janvier 84 portant statut de la fonction publique territoriale, qui nous dit bien que les CDG assurent pour leurs agents et l'ensemble des agents des collectivités affiliées une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction du référent déontologue prévu par l'article 28 bis. Donc c'est parfaitement une fonction qui peut être mutualisée au niveau des centres de gestion et de l'interrégion. Ensuite, donc, concrètement, ici, il y a une personne qu'on peut appeler pour... Alors, pour l'instant, c'est plutôt le collège d'experts. C'est le collège d'experts qui est... composé de... Alors, il y a d'ores et déjà un accord de principe avec la juridiction administrative pour qu'un magistrat puisse participer à ce collège d'experts. Ensuite, lorsqu'on est... Pour les collectivités affiliées, on sera dans une des missions obligatoirement réalisées en vertu de l'article 23 14e. Pour les collectivités non affiliées, l'interrégion Est rappelle que cette fonction relèvera du socle commun proposé à l'ensemble des collectivités non affiliées. Et donc, pour l'instant, sachant que la mise en place est prévue quand même pour le début de l'année 2018, donc c'est pour Mais ça très marche bientôt. comme le Conseil d'État, c'est-à-dire que tous les mois, il y a le Conseil d'experts, le collège d'experts qui serait lui qui examine des interpellations. Le règlement intérieur n'a pas été... ce sera nominatif. Alors, je pense que ce qui est tout à fait envisageable, c'est des séances un petit peu de travail, où le collège se réunira. Ensuite, il peut y avoir peut-être des questionnements qui pourront être traités, instruits préalablement,
un peu sous la forme d'une juridiction, un rapporteur qui viendra instruire les questionnements, et puis ensuite un débat au niveau de la collégialité. Mais vraiment, le choix qui est fait au niveau de l'interrégion Est, c'est un choix de la collégialité pour apporter, je dirais, plus d'indépendance, plus de portée morale. Non, au-delà même de la composition, si je puis me permettre, cher maître, je veux dire, comment une interpellation est traversée dans ce collège-là, et qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce que si moi je suis un peu tracassé par une situation particulière, je le saisis et 3 mois après, j'ai une réponse numéro telle qui aura valeur de ce que ça vaudra. Un peu sur le modèle de ce qui peut être prévu, par exemple pour la CADA et autres, il doit y avoir à minima un enregistrement de la demande avec un accusé d'enregistrement adressé au fonctionnaire qui sollicite le référent déontologue. Alors, ça peut être très peu formalisé par un accusé de réception type par mail, ou au contraire un courrier où on indique bien évidemment, on instruit la demande. Il sera nécessaire aussi, je pense, dans le règlement intérieur, peut-être d'identifier le degré d'urgence d'instruction des demandes. Selon le canal de transmission aussi, bien évidemment. Et puis, après, un avis qui sera rendu. Le référent déontologue, il a aussi vocation, dans ses missions de formation, à établir peut-être chaque année, je dirais, un rapport d'activité. Dans ce cadre-là, néanmoins, l'anonymat devra être respecté, puisqu'effectivement, il est assujetti à la discrétion et au secret professionnel. Mais tout en anonymisant les données, il pourra illustrer de manière très concrète les sollicitations dont il a été destinataire. Il sera embauché par qui, ce référent déontologue, dans le cadre d'un collège d'experts? Si on est sur une solution comme l'interrégion Est, une mutualisation, eh bien, ça sera effectivement au niveau mutualisé des centres de gestion le rattachement. Alors, sur l'aspect financier, qui n'est pas une question qui a été abordée, je rappellerai quand même que dans le texte, dans l'article 28 bis et dans le décret, on est sur quelque chose qui est conçu comme une fonction, et une fonction en principe accessoire. On n'est pas sur un emploi permanent. Donc là, tout est à faire effectivement, parce que le décret là-dessus n'a pas apporté beaucoup de précision. Mais si on part sur un collège d'experts, on a quand même le retour de cette institution qui fonctionne déjà au niveau des juridictions financières, au niveau des juridictions administratives et au niveau des juridictions judiciaires. La collégialité s'étend jusqu'à où? C'est alors, externe, qu'il y ait des collectivités, très bien, mais est-ce qu'il y a des personnes morales, des représentants des usagers ce qui sera quand même préconisé, c'est une personnalité extérieure à la faveur d'un magistrat administratif et ensuite 2 fonctionnaires ou agents publics au sens large du terme, puisqu'on prévoit le contractuel en CDI, bien évidemment, parce qu'à la faveur du CDI, il est moins dans une situation de dépendance par rapport à la durée de son contrat, ou un fonctionnaire titulaire. Mais on est plutôt sur un collège d'experts, personnes physiques. De 4-5 membres alors, à peu près? 3 membres, à mon avis, sera largement suffisant. La difficulté après, c'est le quorum à atteindre et les difficultés aussi à réunir les intéressés. Vous avez terminé l'exposé, donc je peux passer aux nombreuses questions. Oui, j'imagine. D'abord, je tiens à vous dire que d'après ce que je peux voir, Kevin dit au top. Donc très bien, et François B insiste sur le fait, bravo pour le chat en direct et l'interactivité avec le plateau. Donc ça signifie que, vous savez répondre en quelque sorte du tac au tac aux questions un peu qui viennent perturber le déroulé de votre exposé. Rémi Strengon a une question sur le déontologue engage-t-il sa responsabilité dans le rendu de ses avis? Eh bien non, puisque l'avis n'ayant pas de portée juridique, le référent déontologue n'engage pas ses avis. Alors il y a quand même... on verra comment le juge administratif réceptionne ces problématiques, parce qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de portée juridique à proprement parler. D'accord. Ce serait logique dans l'histoire de ces fonctions-là qu'on en arrive à une autorité qui affirme sa moralité. La difficulté, c'est que ça risque de faire doublon avec la commission de déontologie de la fonction publique territoriale. Oui, mais qui a un autre... qu'on peut saisir Alors, qu'il y a des cas de saisine obligatoire, notamment lorsqu'on est sur ces problématiques de... Mais que je peux saisir en tant que fonctionnaire? Moi, particulier? Moi, je dirais, quand on est plus sur un questionnement d'ordre individuel...
le référent déontologue, l'avantage, c'est qu'il est là quand même pour divulguer de l'information, pour apporter du conseil juridique et de l'information. Ensuite, il faut bien le dissocier de la commission de déontologie de la fonction publique territoriale, qui, elle, doit être obligatoirement saisie dès qu'on est sur des difficultés de cumul d'emploi ou de départ vers le secteur privé, etc. Mais effectivement, pour l'instant, en l'absence de portée juridique des avis, logiquement, il n'y a pas d'engagement de la responsabilité personnelle. Puis en plus, on serait quand même sur une collégialité. Par contre, il y a quand même un engagement moral. Je veux dire, c'est pour ça que je pense que le collège d'experts, avec la présence d'un juge... lourdement sur quand même le fait que cette moralité s'impose naturellement. Juste, c'est un débat un peu hors sol en même temps qu'on a là, sur le référent le dispositif est très récent. Du fait, parce que vous parlez de communication en interne, je suppose, vous assurez une communication. Pour l'heure, je veux dire, elle n'est pas arrivée jusqu'aux agents. Tant que, par exemple, pour l'interrégion Est, tant que les modalités, le règlement intérieur du collège d'experts n'est pas arrêté, c'est difficile de faire de la publicité à l'endroit de l'ensemble des fonctionnaires dépendants de l'interrégion, alors qu'on n'est pas en capacité de leur donner concrètement la composition, la hotline, l'adresse mail dédiée. Mais logiquement, une fois que ça sera mis en place, c'est vraiment des informations. Le décret le dit, il doit y avoir un porté à connaissance à l'ensemble des fonctionnaires, parce qu'effectivement, c'est un droit qu'ils doivent pouvoir mobiliser. Et sans être informés de l'existence de cette institution, ils ne sont pas en capacité de la saisir. D'accord. Et les lanceurs d'alerte, ils peuvent aujourd'hui être lancés tranquillement ? Le lanceur d'alerte, tel qu'il est conçu, ne concerne pas que le référent déontologue. Encore une fois, c'est plus la configuration où on a un fonctionnaire titulaire qui entend se prévaloir du statut de lanceur d'alerte et qui va adresser un signalement. Et alors là, il peut l'adresser à différentes personnes, et notamment au référent déontologue. Donc on voit que le référent déontologue... C'est ça, je m'auto-proclame lanceur d'alerte. Alors, après, il faut quand même qu'on rentre dans le cadre. Il faut qu'on soit personne physique, confrontée à un délit ou à un crime. Donc il faut quand même que les constatations matérielles ou que pense avoir pu faire le lanceur d'alerte répondent à une incrimination exacte. Où on a aussi l'atteinte à l'intérêt général. Donc là, on est sur une notion qui est beaucoup plus large. Et une fois que ces conditions générales sont remplies, effectivement, il lui appartient de lancer l'alerte, de saisir éventuellement les juridictions, etc., ou le référent déontologue. L'intérêt du statut de lanceur d'alerte, c'est avant toute chose une immunité pénale contre le délit de propagation de fausses nouvelles, de diffamation, de dénonciation calomnieuse, etc. Qui était censé plus ou moins exister quand même. On a qui est inscrit dans le marbre juridique aujourd'hui, non ? Ces délits existent toujours. Ça, si je signale qu'il y a turpitude à tel ou tel endroit, je suis, je l'espère, plus ou moins protégé d'avoir fait avancer notre société auprès d'une juridiction. Il faut bien entendu que ce ne soit pas de la diffamation, qu'il n'y ait pas ou de la une interprétation calomnieuse, effectivement. Mais c'est pas si simple que ça, visiblement. Il faut quand même répondre à minima aux questions. Puis je dirais tout est à faire aussi, puisque pour l'instant, là encore, on est sur un dispositif qui est assez récent. On n'a pas de retour des juridictions pénales, par exemple, sur des premiers contentieux où quelqu'un aurait entendu se prévaloir du statut de lanceur d'alerte et, à contrario, la personne mise en cause, elle, l'aurait attrait au pénal pour un délit de dénonciation calomnieuse ou de diffamation. En plus, on est sur des délits de presse qui sont prescrits très rapidement. Il y a eu une évolution il y a on est sur un nombre de lanceurs d'alerte plus important aujourd'hui ou pas ? Je pense qu'à la faveur aussi de la médiatisation de ce statut, on a effectivement beaucoup de personnes qui entendent se prévaloir de ce statut. Après, ils peuvent s'en prévaloir sans que la personne en face mise en cause n'entende répondre et engager des procédures. Donc on ne saura jamais s'il était véritablement dans le cadre juridique du lanceur d'alerte. Si personne lui conteste cette qualité, bien évidemment, il s'en prévaloir, il peut s'en prévaloir et puis advienne que pourra. Ce que je veux dire par là, vous l'avez bien compris, et vous êtes sensible certainement à cette question-là, c'est qu'il faut avoir une sacrée dose de courage encore aujourd'hui pour être lanceur d'alerte. Tout à fait, d'autant que dans le statut de la fonction publique, on a quand même des obligations de discrétion, de réserve, etc. Catherine Hervé nous pose la question suivante, et peut-être que vous avez déjà répondu, mais... Est-ce que la condition de confidentialité et d'indépendance du référent déontologue ne nécessite pas une désignation et un positionnement distinct des CDG ?
Je pense que des 3 possibilités offertes par le décret, le collège d'experts à un niveau supérieur aux collectivités dans lesquelles va exercer le référent déontologue est la meilleure solution. Et je pense que lorsqu'on est en plus sur une interrégion Est, on est quand même dans une grande indépendance. Et puis, somme toute, le décret n'a pas prévu beaucoup de possibilités. Donc, des 3 modes de désignation, je pense quand même que le collège d'experts à un niveau le plus mutualisé possible est effectivement la meilleure solution. Alors pour moi qui viens de Marseille, ça doit s'entendre un petit peu parfois à l'accent, le Racing Club de Strasbourg et l'Olympique de Marseille ont eu la délicatesse d'achever leur rencontre dimanche soir sur un match nul. Et Céline se pose la question. Donc un très beau match, 3-3. Céline se pose la question. Je suis fonctionnaire et mon collègue a eu un billet, le Vénard, pour le match OM contre Strasbourg. Est-ce que je dois saisir le référent déontologue pour avantage en nature indu ? Est-ce que c'est un cas typique Pourquoi lui et pourquoi pas un autre d'une ambiance de service, parce qu'effectivement, ça pose... C'est intéressant d'ailleurs les billets, les petits avantages comme ça dans les collectivités. On n'a aucune information sur dans quel dispositif l'intéressé a pu en bénéficier. Quand même, vous l'avez bien compris, tel qu'il a été prévu par la loi du 20 avril 2016 et par l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 83, je pense quand même que le législateur avait une conception plus haute des questionnements portés aux référents déontologues. Vous ignorez, maître, l'importance que peut avoir un billet pour aller voir un match de football dans certaines villes et les crispations et les jalousies que ça peut créer dans une communauté. J'entends bien, mais là je pense que ça relève plus d'une bonne démarche de gestion RH. Je ne sais pas comment le président, il y a eu des tirages au sort, des choses comme ça, pour rendre le fait que, et même certaines collectivités ont réglé le problème, elles n'achètent plus de billets, ce qui est encore plus simple, mais... Je pense qu'effectivement, ça relève plus d'une bonne gestion RH que des questionnements qu'on peut apporter aux référents déontologues. Deuxième ou troisième question un peu béotienne de journaliste, j'ai entendu parler du référent édu pour Strasbourg. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la ville de Strasbourg, il existe un référent déontologue qui a été mis en place, mais seulement pour les élus de la ville. C'est-à-dire qu'il n'a pas compétence pour être questionné, par exemple, pour les fonctionnaires municipaux. Donc on est vraiment sur un premier étage de la fusée, c'est pourquoi ? Non, c'est comme ça. Alors, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle depuis le début, donc. Exactement. Ou tout du moins, oui, effectivement, il n'est pas celui qui a été vraiment prévu par le décret du 10 avril 2017. D'accord. Et de toute évidence, il a été mis en place après les ordonnances sur la transparence de la vie publique et vraiment dans la continuité de ce dispositif, plus pour des problématiques concernant les élus. Oui. Là, nous, on est vraiment sur le référent déontologue qui doit pouvoir apporter un conseil juridique à tout fonctionnaire lambda de quelque service qu'il soit. Mais justement, Pascal s'interroge, est-ce que les élus pourront saisir le référent déontologue ? Alors, là, ailleurs qu'à Strasbourg, donc visiblement. Effectivement, il est quand même conçu par l'article 28 bis. C'est pas par hasard s'il est dans la loi du 13 juillet 83, dans le titre 1 du statut général de la fonction publique, c'est qu'il est conçu comme un droit ouvert aux fonctionnaires titulaires. Donc là, effectivement, les élus sont peut-être pas le public naturel du référent déontologue. Mais rien n'empêcherait éventuellement le référent déontologue d'être saisi également d'un questionnement de la part d'un élu. On parle beaucoup des valeurs de la fonction publique territoriale, de la fonction publique au sens large. J'animais récemment le même type de rencontre sur la cohabitation entre les contractuels, par exemple, et les fonctionnaires. Et certaines personnes ont établi le fait que pour les contractuels, il fallait leur apporter plus d'informations sur les valeurs de la fonction publique territoriale. Est-ce que ces valeurs sont largement partagées aujourd'hui dans la fonction publique ? Est-ce que le référent déontologue est là pour rappeler qu'un agent ne fait pas un métier comme un autre Effectivement, le référent déontologue, il a vraiment, et je vous l'ai dit en propos introductif, il s'inscrit vraiment dans une volonté accrue de probité de l'exercice des missions du service public. Il est là pour
être interpellé pour faire des piqûres de rappel, pour faire des vadémécum, des fiches pratiques en présence de difficultés d'ordre déontologique. Après, sur la déontologie, effectivement, des contractuels de droit public peuvent avoir eu une carrière précédente dans le secteur privé notamment, et donc peut-être être moins sensibles aux valeurs du service public, même s'il y a des valeurs dans les entreprises privées, loin s'en faut. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de distinction sur les obligations professionnelles qui sont celles d'un fonctionnaire titulaire et celles d'un contractuel de droit public. Les deux, à la faveur des dernières modifications, notamment du décret du 15 février 88 portant dispositions applicables aux contractuels de la fonction publique territoriale, ils sont vraiment assujettis aux mêmes obligations professionnelles gravées dans le marbre, dans la loi du 13 juillet 83 notamment, qui s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonctionnaires titulaires. Et puis peut-être que le contexte de débat aujourd'hui sur la pérennité même de la fonction publique fait que la question déontologique, la question de la valeur, effectivement, la plus-value morale que constitue une fonction publique. Est-ce qu'on veut une fonction publique à l'italienne ou à l'anglaise, avec une privatisation rampante, etc., se posera. Tout à fait. Puis ça fait partie. Est-ce qu'on veut que des DSP? Est-ce qu'on veut des grèves des éboueurs, par exemple à Marseille? Est-ce qu'on veut, voilà, qu'est-ce qu'on veut? Tout à fait. Précisément. Et puis ça permet aussi de remettre sur le devant de la scène la déontologie professionnelle, autrement que de manière anecdotique à la faveur de l'engagement d'une procédure disciplinaire. La déontologie dans la fonction publique, c'est pas que la procédure disciplinaire et la sanction. C'est avant tout, oui, participer à des valeurs, les partager. Et c'est des valeurs intrinsèques au service public. Très bien, Maître. Je crois qu'on a fait le tour sur cette question. Merci à vous pour votre exposé.